Là je parlais au nom de la fédération Sudrail, mais sinon moi je suis cheminot à Paris Nord. Alors c'est la 5e journée de mobilisation aujourd'hui. 7e. Alors ouais, c'est 6 et 7. Il y en a eu d'autres avant, mais oui. la grève depuis début avril. En grève, voilà, on a fait le 22 mars, le 3, le 4, le 8, le 9. Là c'est le 13 et demain le 14. Voilà. Et nous à Paris Nord on a décidé de 36 jours. Voilà exactement. Et nous maintenant à Gare du Nord on a décidé d'y aller pour de vrai parce que le calendrier s'accélère. On voit que Macron, la grève, elle lui fait du mal les jours où il y a grève, mais derrière, vu que c'est pas une reconductive, vu que ça permet pas encore la convergence des luttes, nous à Gare du Nord on a pris nos responsabilités. On a décidé la grève reconductive jusqu'à lundi par période de 24 heures. Donc nous on sera en grève lundi. Vous quittez le calendrier. On n'a jamais été dans le calendrier. Nous on a toujours dit une chose simple chez Sudrail, c'est que c'est les cheminots en AG, les grévistes qui décident du mouvement qu'ils veulent faire et que les AG elles étaient souveraines. Donc nous on a suivi les assemblées générales depuis le début, c'est-à-dire que le 3, le 4, ils voulaient ne pas reconduire pour le 5 mais pour rester dans le calendrier. Aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a énormément de cheminots qui sont en train de se détacher du calendrier et nous on a toujours dit la seule méthode et la seule manière de gagner face à cette réforme-là, face à ce gouvernement et de pouvoir converger, c'est d'appeler à la grève reconductive par période de 24 heures et non pas par des grèves perlées. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir des perturbations également dimanche, lundi, contrairement à ce qui était imaginé. Dimanche, lundi, mardi, et puis le but, on n'a pas la prétention de vouloir faire la révolution depuis Gare du Nord, mais Gare du Nord c'est un symbole aussi, c'est la première gare d'Europe, c'est là où il y a le plus grand trafic en France, et donc c'est un symbole pour les cheminots de se dire, si à Gare du Nord ils y vont, peut-être nous aussi on doit y aller. Et le but, pour l'instant c'est important de dire, c'est à Gare du Nord, c'est pas une décision. Voilà, il y a Saint-Lazare qui avait démarré une grève reconductive début de semaine, maintenant il y a Gare du Nord, il y a un certain nombre de secteurs aussi qui commencent à rentrer dans la lutte, donc le but c'est de se dire, sans grande prétention, de construire de aujourd'hui jusqu'au 19 la grève reconductive pour que dans la tête de l'ensemble des cheminots, dans la tête de l'ensemble des travailleurs, que le 19 ça soit la première date de grève reconductible à la SNCF et on est confiant de l'avoir dans l'unité des grévistes et l'unité syndicale. Alors aujourd'hui vos revendications elles restent les mêmes, il y a une évolution? Il y a rien qui a évolué. Elisabeth Borne elle a dit une chose simple, elle a dit on négociera pas sur la concurrence, on négociera pas sur la privatisation, on négociera pas sur le transfert de personnel ni le changement de statut de l'entreprise. Donc elle veut qu'on négocie quoi? Elle veut qu'on discute sur quoi? Elle veut qu'on propose des amendements sur les petites miettes qu'elle laisse aux cheminots. Elle veut qu'on accepte cette régression sociale, elle veut qu'on discute de quelle chose. Donc la réalité c'est que le cœur de la réforme, le gouvernement a dit hop hop hop, il n'y a pas besoin de discussion là-dessus, on va le faire en pleine responsabilité, en pleine conscience, on va faire ce qu'on a à faire. Donc pour nous, il est hors de question d'accepter ça. Il faut savoir qu'Elisabeth Borne, elle a dit une chose, à partir du 25 avril prochain, c'est terminé. 25 avril, c'est terminé, il n'y a plus de concertation, elle renvoie tout, elle renvoie les organisations syndicales dos à dos avec la direction SNCF et elle ne se préoccupe plus de la réforme ferroviaire. Mais c'est pas un bras de force, un bras de fer perdu d'avance finalement? C'est pas un bras de fer, enfin le CPE il était passé, on a réussi à le retirer. C'est pas le problème qu'ils votent en réforme ou par l'Assemblée nationale ou par ordonnance. Si les cheminots, les travailleurs du rail sont déterminés à y aller, à faire plier ce gouvernement, il n'y a pas un gouvernement qui résistera et encore moins Macron. Macron est plus faible que Juppé dans son temps, d'accord? Parce que, et on le voit, pourquoi Macron il était à la télé hier et pourquoi il va multiplier comme ça avec dimanche. Macron justement il a dit hier, malgré votre mobilisation, il a dit qu'il ira jusqu'au bout, il n'y a même pas une soi-disant ouverture. Si Macron va jusqu'au bout, nous on va lui dire une chose, on ira encore plus loin que lui. On ira jusqu'au bout et on va le dépasser et on va l'arrêter à chaque fois. Il croira qu'il pourra aller plus loin que nous, il trouvera toujours un mur de cheminots qui sera en face de lui parce que les cheminots il est clair. Ils n'accepteront jamais la régression sociale, ils n'accepteront jamais la casse du service public, ni cette réforme, et encore moins de la manière avec laquelle il essaie de la faire passer, à savoir la violence gouvernementale et la violence patronale que nous propose Guillaume Pepy. C'est ça la réalité. Donc c'est pas nous qui créons le rapport de force. C'est Macron quand il est assis dans une chaise de maternelle, alors que c'est le premier fossoyeur du scolaire, c'est le premier fossoyeur du supérieur, c'est le premier fossoyeur de la santé ou du rail, et qui nous explique en toute déconstruction que les riches n'ont pas besoin de président, que les riches ils sont suffisamment autonomes et nous les précaires, nous les prolétaires, on a besoin de lui, on a besoin d'un Macron, on a besoin d'un ancien banquier de Rothschild. On va lui dire une chose à Macron, on n'a pas besoin de président. Si les riches n'ont pas besoin de président, les travailleurs, les prolétaires, les retraités, les chômeurs, les étudiants n'ont pas besoin de ce président-là et n'ont pas besoin de président, ils peuvent décider eux-mêmes de leur avenir. Nous en tout cas en tant que cheminots on le voit.
Si les cheminots ils sont pas au boulot, si les cheminots ils tirent pas les trains, la SNCF elle tourne pas. Donc il est hors de question pour nous de continuer à tolérer qu'il y ait des dirigeants comme Guillaume Pépi qui font qu'envoyer la SNCF dans le mur, qui font qu'envoyer les cheminots vers la privatisation et qui touchent 450 000 €, l'équivalent de 30 à 40 fois le salaire d'un cheminot. Est-ce que ce monsieur est cheminot? Ce monsieur n'est pas cheminot. Est-ce qu'on peut imaginer, au-delà des grèves reconductibles, des actions coup de poing qui seraient médiatiquement fortes? C'est ce que certains déplorent. Ils disent qu'au-delà des manifestations, il y a peut-être besoin d'avoir des choses peut-être un petit peu plus visuelles, un petit peu plus coup de poing. On sait par exemple que lundi, il y avait des cheminots qui se disaient d'aller jusqu'aux Champs-Élysées, de bloquer les Champs-Élysées, d'autres finalement non. Comment on arrive à peut-être créer des actions qui peuvent être peut-être plus fortes, plus vues encore que celles d'aujourd'hui? L'action la plus forte et la plus vue, ce serait celle de la grève reconductible. Parce qu'une grève à la SNCF, c'est 20 millions d'euros. C'est 20 millions d'euros de pertes pour le patronat, pour la SNCF et encore plus pour d'autres secteurs. On le voit, quand le fret ne roule pas, eh ben, ça emmerde le patron de céréalier, ça emmerde le métallo, ça emmerde toutes ces choses-là. C'est du matériel qui ne vient pas dans les usines et c'est des salariés qui sont payés alors que l'usine ne tourne pas. C'est ça qui fait mal à Macron maintenant. Oui, on peut faire des actions, on peut continuer. C'est vrai que les manifestations, c'est sympa, etc. et qu'on pourrait durcir le ton. Maintenant, pour durcir le ton, il va falloir que la grève elle soit au niveau. Il va falloir que cette bataille du rail, ça soit plus qu'une seule bataille du rail, mais que ça soit une bataille du tous ensemble. Et c'est ce qu'on a essayé en tout cas de faire aujourd'hui, en convergeant tout de suite à l'appel des camarades de Tolbiac qui se sont fait encercler hier, des camarades de la Sorbonne qui se sont fait éjecter manu militari et qui se sont fait réprimer alors que c'était la première fois que la Sorbonne était occupée depuis 1968 et c'est un symbole. C'est un symbole ce qui s'est passé hier à la Sorbonne. C'est un symbole ce que les étudiants ont transmis en disant nous Macron, les histoires d'examen en chocolat, on va te montrer que les facs elles nous appartiennent et à la Sorbonne on va l'occuper aussi. Donc oui, il va falloir qu'on converge, qu'on continue ces actions-là de soutien, mais surtout qu'on continue la grève et qu'on massifie cette grève-là et qu'on l'endurcisse et qu'on fasse en sorte qu'il y ait une grève reconductible parce que les usagers, ils sont en train de nous soutenir. Les usagers, ils participent aux caisses de grève. Les usagers, il y a quand même quelques sondages ces derniers temps qui montrent des courbes qui commenceraient un petit peu à s'inverser avec une opinion qui serait plutôt... quand c'est les sondages du Figaro, ils s'inversent toujours. Maintenant, la réalité, c'est que moi, j'ai vu un sondage du JDD. Il y a eu plus de 80% de gens qui soutiennent la grève. Il y a eu Le Point, qui n'est pas un journal marxiste, qui a rassemblé plus de 120 000 votants. C'est l'équivalent de la municipale de Paris. Donc, on peut pas dire que c'est un sondage à 4 pélos dans un coin. Mais est-ce qu'à un moment donné, la grève, parce que la grève, vous savez très bien que ça pénalise aussi les voyageurs. Ce week-end, il y aura pas mal de départs en vacances. Pour beaucoup d'étudiants, justement, les vacances. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que l'opinion se retourne en se disant bon finalement peut-être je soutiens leur grève, leur cause, mais moi je voulais partir en vacances et je peux pas finalement? Mais parce que l'opinion, elle sait très bien que le seul qui est en train de prendre en otage, c'est celui qui dit qu'il va aller jusqu'au bout. C'est le président Macron qui veut pas discuter, qui comprend pas la colère, qui comprend pas ce qui se passe dans les facs, qui comprend pas ce qui se passe dans les chantiers de cheminots. Donc à un moment donné, c'est lui qui prend en otage. Si Macron retire sa réforme ferroviaire, demain l'ensemble des cheminots reprendront le boulot, il n'y aura pas une seule journée de grève, il n'y aura pas une seule minute de grève. Donc c'est lui qui a le pouvoir. Nous on n'a rien demandé. On était en train de bosser peinard et on est venu nous chercher. Et maintenant on voudrait que nous on s'arrête. Et c'est à lui d'arrêter sa réforme. Elle n'était même pas prévue dans son quinquennat. Et même si elle était prévue, est-ce que sous prétexte qu'il soit élu, que ça soit le président mal élu, on doit fermer nos gueules et accepter qu'il passe comme ça en force et en toute décontraction, avec son sourire de coin, nous dire j'irai jusqu'au bout? Donc c'est lui qui tient le destin des usagers, la galère des usagers, elle est entre ses mains, c'est lui qui est le seul maître à bord là-dedans, dans cette dérive, dans cette violence que le gouvernement est en train de nous faire. Comme le projet Vidal, comme il y a eu la loi travail, les ordonnances XXL à la rentrée, et puis demain, ça va être la réforme de la sécurité sociale, et après-demain, ça va être l'alignement des régimes spéciaux, et après-demain, il continuera comme ça à attaquer nos retraités, à attaquer les chômeurs, il l'a déjà fait avec la réforme du chômage. Quand est-ce que ce monsieur va s'arrêter? Quand est-ce que ce monsieur va s'arrêter? En attendant, il y a Bernard Arnault qui prend 500 millions d'euros grâce à la réforme de l'ISF. Il enlève 5 euros, 5 balles de la poche des APL des étudiants et on devrait rendre 500 millions d'euros à Bernard Arnault. Qu'est-ce qu'il fait Bernard Arnault? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a déjà fabriqué un sac Louis Vuitton? Est-ce qu'il a déjà fabriqué un sac Kenzo? Est-ce qu'il a déjà mis des vêtements dans un carton ou conduit une camionnette de coursier pour livrer les choses?
Qu'on arrête de nous dire que ce monsieur-là donne du boulot à 10 000 ou 20 000 salariés. C'est les 20 000 salariés qui donnent du boulot à Bernard Arnault. Et cet argent-là, il doit être reversé aux salariés, aux travailleurs qui font la richesse de Bernard Arnault. Donc à côté, on va chercher 5 € chez les retraités, chez les étudiants. Et puis derrière, lui, on doit le laisser tranquille et l'opinion, elle doit être contre les cheminots. Non, l'opinion, elle sera jamais contre les cheminots. En 95, c'était la même histoire. Alors, on a bien compris que vous êtes contre cette réforme, mais néanmoins, il y a quand même pas mal de monde qui pense qu'il faut faire évoluer les choses. On est d'accord. Ce serait quoi on est d'accord, on est aussi pour faire évoluer les choses. Quelle proposition à faire au gouvernement pour améliorer aujourd'hui peut-être les conditions d'accès aux voyageurs, la régularité des trains, peut-être même avoir des prix plus compétitifs? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer? Quelles sont les pistes à proposer au gouvernement? Faut que les gens ils comprennent une chose. Celui qui pense que la concurrence, elle va ramener plus de trains, elle va ramener une meilleure régularité, elle va ramener une meilleure sécurité ferroviaire et un prix défiant toute concurrence, il se met le doigt dans l'œil. Je vous donne un exemple. Cambridge-Londres, c'est 60 km, c'est l'équivalent de Gare de Lyon, Corbeil-Essonnes. Cambridge-Londres, c'est 6 500 € l'abonnement annuel. Le pass Navigo mensuel, c'est 75 €. Donc à un moment donné, celui qui pense que la concurrence, et qu'on se méprend pas, hein, parce qu'il y en a beaucoup, oui mais moi j'ai Free, j'ai 2 €, etc. Grâce à Free, grâce à Orange, c'est pas pareil, c'est pas une concurrence, c'est un monopole privé. S'il n'y a pas de concurrence, alors qu'est-ce qu'on propose alors finalement? Qu'est-ce qu'on propose? Cette idée justement de proposer des idées pour améliorer. Beaucoup se disent, voilà, il y a une vétusté des infrastructures, Rémi, à un moment donné, quand on a, au moment où il y a 50 milliards de dettes, Bruno Le Maire qui vient d'annoncer, tout le monde l'a vu, acheter 100 TGV du futur et le RER et les trains de banlieue et les intercités. Donc ça veut dire qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire que de nous acheter 100 rames de TGV du futur. Alors qu'on a un réseau qui est du passé où on a des caténaires. Les caténaires, c'est les fils conducteurs qui des fois on entend dans les gares. Suite à un incident technique, à une chute de caténaire, le train reste bloqué 2 heures. Et ben ces caténaires-là, elles ont 93 ans sur le RERC. Elles ont plus de 100 ans dans un certain nombre de secteurs. Et lui, il veut être dans le futur. Il y a eu des pannes, on pense à Gare Montparnasse, à Gare du Nord, où justement il y a eu des pannes. Ça c'est l'éclatement de la SNCF et c'est aussi l'utilisation des sous-traitants. Parce qu'on a des sous-traitants et quand on dit pourquoi le statut il protège, parce que le sous-traitant, il a un contrat. Il est payé au contrat, c'est-à-dire qu'il est obligé de se dépêcher, de terminer le boulot et de partir pour essayer d'économiser un maximum d'argent au patron. Parce qu'un patron du privé, il n'a pas le temps, en fait, ni les moyens à dépenser pour que des salariés restent 10 mois sur un chantier s'il faut rester 10 mois. La réalité, elle est là. Alors que l'agent au statut, lui, si le boulot, il est mal fait, il le rendra pas. Il dira pas, moi je laisse comme ça, j'ai terminé mon boulot, c'est très bien, faites circuler les trains. C'est ça la réalité quand on dit que le statut n'est pas juste un acquis social, mais aussi une protection vis-à-vis des salariés. Elle n'est pas privatisée déjà avec les 3 entités, la SNCF, mobilité, réseau et l'international. Déjà, il y a 3 entités, c'est pas des... Il y a 3 entités, maintenant ils nous ont proposé une 4e qui est une SA Gare et Connexion. Donc il nous dit, et c'est simple, il nous dit que c'est une société à capitaux publics. Moi j'ai vu l'Assemblée nationale, je m'intéresse aussi un petit peu au débat où la réforme elle est passée, ils étaient 60 dans l'hémicycle, donc à un moment donné même eux ils étaient en grève, même la République en marche était en grève, elle était même pas là dans ce qui s'annonce comme la réforme la plus importante du quinquennat Macron, ils n'assistent même pas à l'Assemblée nationale. Et dans cet hémicycle là, il y a un député qui a demandé que soit inscrit le mot incessible. Capitaux publics incessibles, qu'on puisse pas céder du capitaux public à des actionnaires. Manque de peau, comme quoi ils sont pas cons et comme quoi c'est pas des lapins de 3 semaines à la République en marche, ils ont refusé cet amendement-là. Voilà. Et derrière, on a Macron qui dit, moi je peux pas m'engager au-delà de mon quinquennat. Mais parce qu'on sait très bien. C'est très bien que une société anonyme, ça va terminer comme à EDF, comme à la Poste, ça va être ouvert à des capitaux privés et ça va être la privatisation. Et qu'on se le dise, moi, je prends le train de banlieue de temps en temps entre Pontoise et Paris-Nord. Des fois, il m'arrive de le prendre à 11h30. Il y a 50 personnes dans une rame de 500 mètres. Il n'y a aucun patron du privé qui demain fera circuler des trains à 11h30 à midi avec 50 clients à l'intérieur. Donc ils se mettront sur les pointes, sur les horaires les plus intéressants pour la concurrence. Ils se mettront sur les journées les plus rentables et ils feront la pluie et le beau temps parce que ça sera un monopole privé. Parce que ça sera les seuls à avoir. La gare du Nord, elle appartiendra à un tel. La gare de l'Est, elle appartiendra à telle autre société. Et on n'aura pas le choix que d'acheter le billet tel qu'il est indiqué parce que sinon on nous mettra un autocar à côté pour circuler. C'est ça ce qu'on essaie de nous proposer. C'est un service public de bas niveau. Maintenant, j'ai oublié de répondre à ta question. Quelle est ma solution? Ma solution à moi, c'est que c'est aux cheminots
et aux usagers de décider de quelle SNCF ils ont envie. C'est aux cheminots et aux usagers de décider et de gérer la SNCF. Enfin, les usagers, leur avis. Il y a des associations d'usagers, il y a la FNOT, il y a les usagers, ils utilisent le service public. Et les cheminots font le service public. C'est d'avoir plus de régularité dans l'heure des trains, peut-être des prix aussi plus compétitifs. Bah moi, ça tient qu'à moi, j'aimerais que demain le train soit gratuit pour la totalité des usagers de la SNCF. C'est déjà trop cher. On est content quand on met notre carte vitale à l'hôpital chez le médecin et qu'on sort pas 1 euro. Et ben on aimerait qu'il y ait une sorte de carte vitale du ferroviaire pour que les gens ne payent pas 1 euro. Avec le déficit actuel de la SNCF, c'est un peu... Mais alors, le plus grand déficit, c'est le CICE, le crédit impôt compétitivité. Ça fait 3 ans, 75 milliards qui a été donné au patron du CAC 40, à Gattaz et ses amis. Il y a toujours 6 millions de chômeurs, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a plus de 200 000 SDF dans la rue, il y a plus de 25% de chômeurs chez les étudiants. Et on leur donne 75 milliards, ils ne créent pas un emploi. Ils ne créent pas un emploi. Elle est là la dette, il est là l'argent. Alors qu'on arrête de nous parler de la dette du ferroviaire alors qu'il y a 2200 milliards de dettes et que, moi je le répète systématiquement à chaque fois qu'il m'est donné de le répéter, l'intérêt bancaire de la dette SNCF, c'est 1,6 milliard. 1,6 milliard. La SNCF, elle a fait un crédit revolving, comme Cofinoga ou comme CTLM. C'est pour ça que ça augmente, qu'on se dit, mais je comprends pas. Il y a 3 ans, c'était 30 milliards. Pourquoi c'est 50 milliards là? Parce que chaque année, la banque, elle reprend 1,5 milliard de plus. Donc elle n'a pas besoin que la dette, elle soit reprise. La SNCF, elle a son triple A dans les marchés financiers. Il faut le savoir. La SNCF, c'est une très bonne entreprise. Parce que c'est une entreprise qui donne du boulot à Vinci, qui donne du boulot à Lafarge, qui donne du boulot à un certain nombre de patrons du BTP qui s'engraissent aussi derrière. Donc la dette, c'est le chiffon rouge. Et en plus de ça, le pire, c'est que ça coûte rien pour Macron. Quand on a une dette de 2200 milliards, on pourrait dire, bon allez, 50 milliards. De toute façon, quand je dis l'État, c'est les contribuables. C'est toi, c'est moi, c'est l'usager lambda. Donc ça lui coûte rien, il pourrait le faire. Mais il le fait même pas. Et il le fait pas parce que il peut pas le faire. Il le fait pas parce que les banquiers lui interdisent. Parce que les banquiers sont en train de s'engraisser. Faut comprendre, Rémi, c'est comme si tu me demandais 100 euros et que je te disais, je vais te prêter tes 100 euros. Mais tant que tu me les rends pas, je te demanderai 150 euros de plus. Et tant que tu rends pas tes 100 euros, je prends mes 150 euros comme ça. Donc, est-ce que j'ai nécessité à ce que tu me rendes les 100 euros? Tu peux les garder pendant 20 ans, 30 ans. L'essentiel, c'est qu'à la fin, quand je vais regarder tes 100 euros que je t'ai prêté et ton côté de 10 000 euros d'intérêt. C'est ça, la SNCF. C'est ce qu'est cette dette-là. C'est la réalité. Et puis, on peut rajouter le tout TGV, on peut rajouter le Lyon-Turin, 30 milliards. Le Lyon-Turin, c'est un déficit. C'est ce qu'ils voulaient faire pour faire passer le fret ferroviaire. Au final, c'est une catastrophe. Le projet, juste le projet d'architecture, d'accord, les plans, c'est 1,5 milliard. On a payé un cabinet d'architectes, un projet Lyon-Turin, juste le projet, juste quelqu'un qui écrit sur un papier et qui met quelques logiciels en 3D pour avoir une visualisation du Lyon-Turin. 1,5 milliard. Mais c'est l'argent de qui, ça? C'est l'argent de Pépi? C'est l'argent de Macron? C'est l'argent des contribuables dont les cheminots font partie? Il y a cette question qui est posée dans les commentaires et qu'on a entendu régulièrement. Je vais devoir y aller. Techniquement, ce sera la dernière avant de conclure ce live. Est-ce que techniquement c'était possible, au lieu de faire une grève, c'est-à-dire où il y a une circulation largement diminuée des trains, de faire des trains gratuits? C'est-à-dire de faire rouler les trains comme d'habitude mais gratuitement? Est-ce que c'était possible? Je ne sais pas. Nous, ils appellent ça de la piraterie, de faire rouler les trains gratuits. Après, moi je sais pas ce que c'est, faire rouler les trains gratuits. Après, les usagers, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si les usagers, ils ont le droit aussi à s'insurger, à dire non, on en a ras-le-bol aussi. Et puis on soutient les cheminots de telle ou telle manière. Après, c'est aux usagers de le faire. Il faut qu'ils comprennent que nous aussi, on peut pas faire certaines choses parce qu'on n'a pas envie de perdre nos emplois non plus à cause de choses comme ça. Et puis la SNCF, elle est sans pitié, elle réprime n'importe quel cheminot qui s'amuserait soit à descendre sur les voies, soit à faire monter gratuitement ou à bloquer les machines. C'est ça la réalité. Maintenant, le but, c'est pas de se dire uniquement de gratuité. Il y a un dicton qu'on dit chez nous les cheminots: malheureusement, vous n'avez pas de train aujourd'hui parce que c'est pour en avoir demain. Et c'est ça la réalité, c'est ça le nerf de la guerre dans cette bataille-là. On a espoir que cette grève elle se termine le plus rapidement possible pour arrêter de gêner les usagers qui sont pris comme ça entre deux feux. Malheureusement, ça a toujours été. Mais les usagers ils savent très bien que le cheminot, quand on a dit qu'il a une prime charbon, mais qu'au final, non, il n'a pas de prime charbon, que quand on dit que le cheminot, finalement, il a une prime absence de prime, et qu'au final, non, ça n'existe pas, que quand on a dit que le cheminot, il partait à 50 ans, et qu'on se rappelle qu'en 2010, Sarkozy, il a mis les 41 annuités, aujourd'hui les 43 annuités, et qu'en fait, le cheminot, même si son âge de départ, c'est 50 ans, il part pas avant 62, 63, quand on a dit tout ça, et qu'on déblaye,
eh ben on se rend compte que le cheminot c'est un prolo, c'est un travailleur comme nous, et c'est pour ça que les usagers soutiennent, parce qu'ils savent très bien, ils savent qu'on fait des horaires décalés, qu'on est en galère aussi à partir de la milieu du mois. Il y a une super phrase de Coluche qui disait les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Les cheminots aussi, ils vivent la même galère à la fin du mois. Moi je pense à toutes les travailleurs, toutes les cheminotes pardon, qui font les 3-8, qui sont mères isolées, qui sont obligées de payer des étudiantes aux blagues pour qu'elles puissent dormir chez elles pendant qu'elles font le service public le soir, de nuit. C'est une réalité, c'est ce qu'on vit. Énormément de cheminotes qui sont obligées de divorcer à cause de ces horaires décalés, le fait de travailler 3 week-ends sur 4, toutes ces choses-là, nous on le voit. Et le fait qu'il y ait énormément de cheminotes dans cette grève-là, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est un signe qu'il y ait autant de travailleuses du rail qui soient là en grève. C'est un signe, parce que c'est souvent elles les plus précaires, c'est souvent elles qui subissent de plein fouet les réorganisations, parce qu'on les assigne toujours à des tâches les plus pénibles, à des statuts les plus précaires dans l'entreprise. Et le fait qu'elles soient là, elles n'ont pas envie demain d'être au privé, elles n'ont pas envie demain d'être au chômage, de laisser leurs gosses crever de faim et de pas avoir de loyer à payer, parce que Pépi, et je terminerai vraiment là-dessus, il a dit une chose: la privatisation elle est au volontariat. Si le volontariat il n'est pas suffisant, ce sera une obligation. Et ceux qui ne souhaitent pas intégrer les entreprises privées, c'est démissionnaire. C'est les nouvelles ordonnances Macron de la rentrée où on nous a dit mais les cheminots, pourquoi vous battez? Pourquoi la El Khomri, ça ne vous concerne pas? Et les ordonnances Macron, loi travail XXL, ça ne vous concerne pas? On les voit. Le passé, il nous rattrape toujours. Ce qu'on a laissé passer derrière nous, il nous rattrape toujours. Et c'est démissionnaire. C'est-à-dire, que va faire demain le cheminot qui, dans son CV, il a le bac, 30 ans de conduite? Quel patron va l'embaucher? Qui va lui dire mais moi j'ai pas de train, mon ami? J'ai pas de train. Quelle guichetière qui a fait 30 ans de guichet va être embauchée demain dans son CV quand on lui dira pendant 30 ans? Mais en plus de ça, on va lui dire mais vous avez démissionné de la SNCF? Mais ça veut dire que vous êtes une voyou, vous êtes une racaille, vous n'avez pas envie de bosser. Comment on peut démissionner de la SNCF? Il y en a plein. Moi, j'ai un ami, il a démissionné de la SNCF parce que ça lui allait plus les 3-8. Je vous assure, il a mis 3 ans avant de retrouver du boulot. Parce que quoi? Parce que chaque employeur pensait qu'en fait, il s'était fait licencier de la SNCF, qu'il avait fait quelque chose de monstre, qu'il avait tapé un chef. La réalité, il avait tapé personne, il avait juste démissionné. Mais pour le patron lambda, c'était inconcevable de quitter la SNCF. Toujours ce spectre où on se dit le cheminot, il y a le cheminot, il y a Bernard Arnault et il y a Liliane Bettencourt en dessous. Et c'est pas la réalité. Voilà, les cheminots, c'est des précaires. Et puis merci beaucoup, Rémi, je suis KO. Moi, c'est Anas Kazib, je suis délégué Sudrail sur la région de Paris-Nord. Ça s'orthographie comment? Kazib, donc c'est K-A-Z-I-B. Et Anas, A-N-A-2-S-E. Et voilà. Merci, du coup, on a eu les cheminots, on a eu le personnel santé qui était là, les étudiants. Et dédicace à Brut. Hein. Moi, je te suivais à l'époque de Périscope, Nuit debout. Je suis content que Brut existe. Et voilà, super. Merci, c'est gentil. Et les postiers aussi qui étaient présents. Les postiers, il y avait les EHPAD, il y avait la santé, il y avait un certain nombre de retraités, il y avait quelques camarades d'Air France que j'ai aperçus. Enfin, il y avait beaucoup de monde et c'est pas mal, c'est pas mal. Pour une manif qui a été appelée en même pas 2 jours, c'est même pas 48 heures. Hein, les affiches elles ont été faites il y a 48 heures. C'était fait en dernière minute. Voilà, vrai, qu'on ait quasiment 1500 à 2000 personnes qui aient manifesté dans un petit trajet court et pris des paroles avec beaucoup de combativité, beaucoup d'enthousiasme. C'est super important pour nous. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer. La prochaine grosse date, c'est le 19. Merci beaucoup, frérot. Merci d'avoir pris le temps de répondre Rémi, c'est moi qui te à mes questions. Merci. Salut.